Hello guys! Et oui, je sais que j'ai longtemps été absent, mais ne vous inquiétez pas, je suis revenu. On s'inquiétait que dalle. Pardon? Tu nous as pas manqué, pauvre naze. Mais je ne te permets pas, espèce de... C'est qui ce pecno? Mais je suis Xérozen, espèce de... Ah, c'est toi qu'on me met comme carburant dans les avions? Aujourd'hui, guys, je vous propose de revoir en détail une bébête bien sympa que bon nombre d'entre vous connaissent, le dragon. Le dragon, qu'est-ce que c'est? C'est un dragon. Ah bah merci, on s'en doutait pas. Le dragon est une créature fantastique, et probablement la créature fantastique la plus connue. Déjà parce que s'il y a bien une créature que l'on retrouve dans toutes les cultures et facilités scénaristiques, c'est vraiment le dragon. Chez les Mayas et en Russie, ou même en Chine et en Afrique, bref, les dragons sont un peu les passe-partout de la mythologie et les VIP des légendes. On en voit aussi apparaître dans la France du Moyen-Âge, même s'ils n'avaient pas forcément la gueule la plus potable. Je vais te manger, respecte-moi. Nous pourrions aussi parler bref, le fameux serpent à plumes ou encore des... Dragon chinois surpuissant, hein. Attendez, wow. Juste un truc, on est en 2020. Donc, en ce qui concerne les... Ah, xing chong ting tong ping pong king kong, je viens de la Chine japonaise. Qui rigole encore à ça, sérieux? Oh, ça va, c'est juste un peu enfantin, c'était populaire dans les années 2000, ça va faire de mal à personne. Mais ferme-la! Je suis né en 95 et j'ai jamais rigolé à cette merde. Arrêtez de vous chercher des excuses pour justifier que vous soyez incapable de mettre de la personnalité dans votre humour de... C'est vrai que toi tu fais tellement mieux. Mais va te faire voir! Ton papa, il était pâtissier. Mais qu'est-ce que mon père vient foutre dans cette histoire? Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'en a pas du tout la même perception selon la culture. Par exemple, en Europe, c'est un monstre qui doit être... Pardon. Et pourtant, en Chine, c'est un animal sacré, qui tient même sa place d'honneur dans le zodiaque chinois. Et si on le retrouve un peu partout dans le monde, on le retrouve également un peu partout dans le temps, étant donné qu'aujourd'hui encore, le dragon est bien la vedette dans beaucoup d'éléments de notre culture générale. On le retrouve dans des séries comme Game of Thrones, dans les livres comme Le Hobbit ou les films du même nom, dans les jeux vidéo dans lesquels ils sont la vedette, comme Skyrim, dans la musique avec le groupe Imagine Dragons, ou encore avec Michel Sardou, Je ne m'enfuis pas, je vole. dans les dessins animés comme La Belle au Bois dormant, dans la peinture et la sculpture, dans les films comme Harry Potter ou Pirates des Caraïbes. Mais y a pas de dragon dans Pirates des Caraïbes. On voit que t'as pas vu le jeu d'acteur de Keira Knightley. Vous avez compris, en plus d'être mondialement connu, le concept du dragon est intemporel. Et je viens de me rendre compte qu'aucune de ces images ne montre un dragon. Et pour cause, on ne sait pas tellement ce qu'est un dragon. Globalement, le dragon c'est un lézard. Là, ça pose les bails. On ne va pas nier qu'il y a un petit air de famille. Mais attention, le dragon a un petit truc en plus. Et non, il n'a pas de système cardiaque binaire tel un seigneur du temps. Non, il n'a pas non plus un chapeau qui lui servira de conseiller d'orientation tel Harry Potter. Non, il n'est pas la cible d'une réforme des retraites qui va le faire vivre sous le seuil de précarité une fois qu'il sera vieux, tel nos vieux. Non, il n'a pas de chaîne YouTube avec des vidéos cancer sur Star Wars tel Michael J. Il a... des ailes. Et Milou. Notez bien ce qui va suivre. Les ailes du dragon ne sont cependant pas les pattes. Il possède deux paires de pattes et une paire d'ailes, dont l'articulation est placée au-dessus des épaules. Et ça, c'est l'élément utile pour expliquer en quoi Smaug et compagnie ne sont pas des dragons. Il existe un genre cousin des dragons que l'on nomme wyvern, ou en français vouivre. Ils se différencient des dragons par le fait que leurs membres antérieurs sont assimilés au niveau de doigts allongés à une membrane qui forme des ailes, telles des chauves-souris. Ainsi, les ailes de vouivre sont en réalité des bras. Les dragons de Skyrim, Game of Thrones, le Hobbit sont donc des vouivres. Donc ça, et ça, ce sont des vouivres, pas des dragons. Bon, par contre, Dracofeu est un dragon. Enfin, c'est un dragon, mais c'est pas un dragon. Enfin, morphologiquement, c'est un dragon, mais stratégiquement, c'est une allumeuse aéronautique. En revanche, Noix de Coco d'Alola, qui n'est pas un dragon, est un dragon. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Et ça fait quand même un peu mal de se dire que Smaug est moins un dragon que la dragonne de Shrek. Vous pouvez toujours vous réconforter avec Yu-Gi-Oh! Dont le dragon 6 blanc hétéro aux yeux bleus est bien un dragon. On notera tout de même que chez Gameflows, ils ont pensé à ce détail avec Bruyverne qui a tout d'une vouivre et est appelé à son juste titre une vouivre. Mais il est de type dragon. J'ai pas dit que c'était parfait. C'est un détail qui n'a pas entièrement été passé à la trappe par la série de jeux Monster Hunter qui propose de chasser des représentants de ces deux groupes. Le dragon est aussi une question pour la science. La question se résume par « Est-ce que les dragons pourraient exister ?» La problématique de l'hypothétique existence du dragon obtient la même réponse que la question « Comment ça va après 40 ans de mariage ?» C'est compliqué. La taille n'est pas un problème, ou plutôt c'est un faux problème.
et un vrai problème à la fois. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on comprend tout ce que tu dis. Avec les progrès de la génétique, la modification d'un simple petit gène pourrait multiplier par 4, 10, 16 fois la taille de l'individu. C'est très grossièrement résumé, mais on n'est pas là pour parler génétique. Mais rendez-vous compte de ce que ça implique. Imaginez-vous la galère d'exister pour des animaux de plusieurs tonnes si l'on s'en réfère aux œuvres de fiction. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils font plusieurs tonnes? Tu vas quand même pas me faire croire qu'ils font un mix régime fitness comme j'aime Raptor Coaching Pro. C'est tout de même évident qu'on n'a pas affaire à des cachets de Doliprane. Et puis surtout, comment imaginer qu'un lourdeau pareil puisse voler? Je ne veux pas être pessimiste, mais les muscles ont des limites. Je n'ose même pas imaginer à quoi ressemblerait un envol de dragon dans notre monde. Je vais enfin m'envoler. Ah, je me suis fait une tendinite. Oh, fais chier. Putain de saloperie de ligament de merde. Une solution possible serait alors de flotter grâce à des gaz, mais le choix est assez restreint. Il y a d'abord l'hélium, mais sa rareté est telle qu'on peut l'oublier immédiatement. Rareté assez relative par rapport à notre planète, parce que dans l'univers c'est l'un des éléments les plus présents. Mais on peut alors seulement se rabattre sur l'hydrogène. On pourrait donc penser que les dragons disposent d'enzymes ou de bactéries qui libèrent suffisamment d'hydrogène à chaque digestion, permettant ainsi de remplir une série de poches destinées à stocker ce gaz. En théorie, avec une bonne quantité, ça lui permettrait de flotter et cela combiné à des ailes, de voler. Mais c'est franchement tordu, compliqué et pas du tout intuitif pour la nature. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est franchement alambiqué, non? Enfin après, il existe aussi le draco volant, une espèce on ne peut plus réelle, mais qui ne vole pas tellement. On dirait plutôt qu'elle plane. Une deuxième énigme se pose ensuite, le fait de cracher du feu. Et de même, les poches à gaz pourraient devenir un élément intéressant, mais je vais tout de suite vous ramener à la réalité. Imaginez avec 2 poches de gaz pleines. Le dragon peut déjà voler à peu près correctement. Mais si l'on en rajoute encore plusieurs, il ressemblera plus à un ballon de baudruche qu'à un lézard. Une autre option peut alors apparaître. Ma théorie serait que le dragon comporte dans son organisme des bactéries productrices d'hydrocarbures, de préférence par réaction photochimique, donc en exploitant l'énergie de la lumière. Pourquoi la lumière? Parce que ça peut être rentable de par son omniprésence. Eh bien, il y aurait moyen que cette poche ait moins de contenance que les 2 autres poches, mais qu'elle ait le même contenu. Si elle est reliée elle aussi à la gueule par le biais de l'œsophage, il y a moyen de relâcher brusquement l'hydrocarbure en question, de manière à créer un souffle enflammé. Mais par quel moyen tout cela s'enflamme-t-il? Je vais suggérer plusieurs options. On parle sans cesse de dents semblables à du silex, mais encore une fois, il faut être réaliste. Le silex, c'est du silicium, et aucun métazoaire, ça veut dire animal, ne comporte de squelette siliceux. Et non, le dragon ne va pas s'amuser à croquer du silex pour s'en enduire les dents. C'est une pierre solide, pas un dentifrice. Donc ça veut dire que l'idée est trop débile pour qu'on la garde? Non, c'est pas débile, et il y a un fond de logique. Et c'est pas inintéressant, juste inapplicable tel quel. Percuter 2 silex, c'est pas le choc idéal pour créer des étincelles. Prenez la marcassite par exemple, c'est moins dur et donc beaucoup plus exploitable avec le silex. Ma théorie, c'est donc que le gaz s'enflammerait grâce à certains composants supplémentaires, le platine ou le palladium. Bon, ok, je reconnais que c'est tordu, mais parmi vous, il y en a probablement qui savent que certains dinosaures avalaient des pierres pour aider à la digestion. L'idée serait que les dragons trouvent un moyen d'en enduire leurs dents. De platine, pas de pierre. Pourquoi du platine alors que je viens de torcher l'idée du silex? Eh bien, le platine et le palladium sont plus malléables. Ils sont proches de l'or. Et l'or, pour vérifier son authenticité, qu'est-ce qu'on faisait autrefois? On le croquait. Le palladium et le platine font partie du groupe des platinoïdes, qui comportent 7 éléments pouvant permettre la réaction chimique que nous allons expliquer. Pourquoi les 5 autres ne sont pas suggérés dans ce cas? Parce qu'ils sont durs et cassants, et donc pas malléables. En gros, la réaction entre hydrocarbures et oxygène, catalysée par les platinoïdes, va produire une combustion. On appelle ça la combustion catalytique. L'inconvénient, c'est que les platinoïdes concernés sont très rares et peu répartis dans le monde. Alors quoi d'autre? Eh bien, rien n'empêche qu'il puisse exister des catalyseurs d'origine organique appropriés pour effectuer la même réaction. Les découvertes quotidiennes nous montrent régulièrement que la vie peut trouver des chemins surprenants pour reproduire, voire hautement améliorer ce qu'on ne sait faire qu'à une échelle de moyens assez réduite. La chimie est un domaine vaste et les hypothèses possibles sont nombreuses. Cela étant dit, passons à la diversité des dragons. Rien de mieux que d'étudier les différents groupes de dragons qui sont reconnus. En se référant aux notions de dragonologie, on va petit à petit passer en revue les différentes familles de dragons et de vouivres afin de les différencier. Et pour le fun, on s'amusera à faire des parallèles avec la série Monster Hunter. Le dragon d'Asie, généralement entre guillemets dépourvu d'ailes, il comporte cependant un corps allongé et de petites pattes ma foi fort savoureuses lorsqu'on les cuisine avec une bonne
sauce au poivre. On peut associer l'absence d'ailes au fait qu'il s'agisse d'une adaptation qui a conduit à une réversion du caractère, voire un retour à son état vestigial. Et pour cause, c'est un dragon qui peut atteindre de très grandes tailles. À ce stade, le vol n'est pas pratique. Le corps de grande taille allongé avec des petites pattes va de pair avec l'environnement dans lequel il vit, des forêts denses, forêts dans lesquelles il n'y a pas besoin d'ailes. On constate aussi qu'il a des jolies moustaches du meilleur effet. Ses œufs mettraient plus de 3000 ans à éclore, si bien que pendant tout ce temps, t'as largement ce qu'il te faut pour te faire une bonne omelette. Ou comprendre que les blagues racistes ne sont pas drôles. Donc lorsque je vois la forme du dragon, personnellement je vois un Laoshan. Le Cocatrix, un genre de mélange improbable entre un lézard et une future tagine. On tient déjà là notre première forme de vouivre. On observe très clairement que les ailes de cette étrange pintade correspondent à ses membres antérieurs. Pour ce qui est de la tête de Piaf qui lui fait littéralement exploser son score au swagomètre, il est plus probable qu'il s'agisse d'une convergence génétique. Mais avouez tout de même que si vous préparez un rôti de Cocatrix à votre prochain repas de famille, vous gagnerez la palme de l'insolite. Parce que déjà vous avez réussi à cuisiner une espèce qui n'existe pas, et non en fait c'est tout ce que j'avais à dire. Et ça me rappelle les coups de cou ou les garougas. Encore une fois une belle collection d'inopinés d'Inde. Le dragon indien, vulgairement appelé dragon d'Inde. Enfin, pas d'Inde le volatile, d'Inde la provenance. Mais du coup, il vole pas? Si, mais c'est juste que d'Inde ne signifie pas d'Inde, mais d'Inde. Hein? D'Inde le volatile, et d'Inde la provenance. Quoi? Bon, laisse tomber. Mais du coup, le dragon d'Inde, il provient de la dinde? On le retrouve aussi dans le cas des vouivres, au détail près qu'il a déjà une tête un peu plus dragonationnesque. Ah, tiens, on dirait que le dictionnaire n'a pas supporté cet affront. Et puis, vous l'aurez vu, la taille n'est pas vraiment du même ordre de grandeur, et sa tronche n'est pas vraiment du même ordre esthétique. Ici, je vois très bien le rapprochement avec le Sergios, Serge pour les intimes. Je m'appelle Serge. Bonsoir. Le dracon est quant à lui un peu plus serpentesque que dragonationnesque. J'ai encore envie de dire que l'absence de membres est due à une réversion, mais plein d'hypothèses sont possibles. Étant donné qu'il ne vole pas, il doit probablement faire partie de la catégorie de dragons qui crachent des flammes encore plus intenses et peuvent devenir gigantesques, comme le Raviante. Le dragon de Jaffa, qui doit être le résultat improbable d'un croisement par le nombril d'un morse par un genre de cachalot, là je dis VDM. Et vous pouvez toujours vous brosser pour que je trouve un exemple pour illustrer ça. Le dragon multitête, qui a, comme son nom l'indique, plusieurs têtes. Une belle allégorie de ce que tu peux ressentir après 3 nuits blanches pour une charrette en licence d'architecture. Le muscle ta mère, qui présente des pattes avant aux muscles très développés et le plus souvent des plumes. Petit détail, les plumes sont des écailles atrophiées. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que les dinosaures pourraient en réalité être des autruches démoniaques. On remarque que lui aussi est démuni d'ailes. Elles ont dans ce cas adopté une forme vestigiale trop peu développée pour servir au vol. Les plumes peuvent servir plus ou moins en fonction des espèces. Par exemple, elles peuvent servir à interagir avec l'électricité comme chez le Ginuga. Celui qui dit Zinogre ou qui ose me dire que c'est un wyvern, je l'emmerde! Les erreurs de la science, ça vous dit rien? Eh bien voilà, dans Monster Hunter, ils ont fait une erreur et ça arrive de temps en temps, et je peux vous le prouver une seconde fois avec la seule espèce de Monster Hunter qui est classifiée comme étant un dragon, alors que bordel de merde, c'est une lasagne électrique! Tout de suite la suite. Le Piazza, une bestiole assez drôle et bizarre avec une barbe et des cornes. C'est rigolo parce que il a une barbe quoi. Je veux dire, un dragon avec une barbe les mecs. Genre Rabbi Dragon. C'était le jeu de mots. Mais du coup, Smoke, c'est un Piazza? Bah non, il a pas la barbe. Ouais, mais il est riche. Au final, c'était intéressant de parler des stéréotypes dans l'humour pour dénoncer le manque de personnalité. Maintenant, le serpent arc-en-ciel. La majorité de ce qu'il y a à dire sur ce dragon n'est pas exactement exprimé dans son nom. Après son apparence, on peut penser qu'il est assez proche du dragon. Mais en revanche, l'illustration est complètement nulle, parce que le serpent arc-en-ciel possède en réalité des pattes et n'est pas arc-en-ciel. C'est un moyen de dire qu'il en existe de plein de couleurs différentes. On peut citer l'Agnactor, le Shantian, le Mizutsune. La salamandre est un cas à part, parce qu'elle ressemble à nos salamandres. La prochaine fois, on surnommera les jeux vidéo massivement multijoueurs en ligne Meuporg. Ça a déjà été fait, espèce d'andouille! Sérieux? Pour être honnête, ce n'est pas vraiment un dragon. On pourrait même presque douter de la classification à ce stade. Les œufs de salamandre ont la particularité de nécessiter d'être couvés au milieu d'un bon feu. Elle produit un mucus aux propriétés multiples et variées. Vous voulez un produit inflammable? Mucus de salamandre. Vous voulez un produit neurotoxique? Mucus de salamandre. Vous voulez un stimulant? Mucus de salamandre. Vous voulez un moyen d'éloigner les gens de votre personne? Alors pour ça, ton propre mucus suffit en fait.
Pour un peu que t'aies le coronavirus, tu pourrais même éloigner ta propre personne de ton corps. Le dragon de mer, ou dragon aquatique, a la particularité de se déplacer en milieu aquatique. Waouh, je l'avais pas vu venir, celle-là. Bon, dans le cas de notre illustration, vous remarquerez encore une légère faute du fait qu'ils ont oublié de lui mettre des pattes. Des pattes! Le fait de vivre majoritairement dans ce milieu entraîne des modifications, principalement liées au déplacement aquatique, et au fait qu'il ne peut plus cracher de feu. Le dragon occidental classique, qui est la forme de dragon la plus connue et la plus classique. On dénombre beaucoup d'espèces rattachées à cette famille. De façon globale, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ce dragon représente la vraie image que l'on se donne des dragons, et sa morphologie est considérée comme étant celle de référence. Oui, je vous l'accorde, c'est très européen de se considérer comme étant la référence, que ce soit morphologique ou culturel. C'est l'image la plus courante que l'on attribue au dragon, symbole de puissance et d'agressivité. Enfin, ça et Harvey Weinstein. Cette forme uniforme, tenace avec le temps, est même l'illustration parfaite pour la définition susfournie. Le Tarasque, qui vient des histoires de la ville de Tarasque, qui a la particularité d'avoir une belle carapace qui le protège des coups, du froid, des intempéries et qui est même insonorisé. Bon, ok, j'exagère un peu, d'autant qu'on ne sait pas s'il peut se replier dedans à la manière des tortues. Bon, de même, ce dragon n'a pas 6 pattes, mais 4, hein, faut pas pousser. Et il n'a pas non plus une tête de lion, mais une tête de con. Non, une tête de dragon. Ah, mais non, une tête de dragon. Le worm, qui ressemble de manière impressionnante au dragon d'Asie, au détail près que son anatomie est plus allongée et légèrement plus amaigrie. Il se sert de cette différence pour vivre en montagne en gravissant sans problème les reliefs, tels le Dalamadur. Eh bien, on dirait qu'on a fait le tour, dites-moi. Récemment, on a vu des dragons apparaître dans Harry Potter... Oh, laisse tomber. Dans Eragon ou dans HTTYD, autrement dit How to Train Your Dragon, ou en français... Dragon. C'est toujours une meilleure traduction que les derniers Jedi. Mais encore une fois, je vais gueuler, mais même ce film fait une gaffe par rapport à l'animal. Parce que la majorité des individus non humains sont des dragons, mais ça, pantoufle, vous savez ce que je vais dire dessus. Bon, d'un côté, les films avaient tout de même un avantage en termes de réalisme, c'est que la quantité de flammes qu'un dragon peut cracher est limitée, bien que ça ait fini par être complètement fucké à partir du deuxième film. Mais en dehors de ça, je ne peux pas m'empêcher de regarder ces films sans avoir une légère sensation de déjà-vu. Le Night Fury, par exemple, un dragon noir, à l'aspect presque un peu félin, qui se déplace rapidement et furtivement. Et attends, il a même un mode overdrive. Et juste au cas où, une version alternative qui est le Light Fury qui peut devenir invisible. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet. Le Light Fury et le Night Fury, ils sont de la même sous-espèce? De la même espèce? Ou du même genre? Non, parce que ça va quand même un peu jouer sur la fertilité de leur descendance. Bref, le mort rouge, pareil, un dragon énorme qui crache de puissants souffles de feu et avec une queue en masse. Un autre, allez, au pif, le Bewilder, un dragon géant avec de gigantesques défenses. Il crache de la glace. Est-ce que ça rend les films mauvais pour autant? Non, n'exagérons rien. Dragon est une excellente série de films et je prie pour qu'il n'y ait pas de 4e opus pour gâcher ça. Les dragons tiennent une place de choix dans notre imaginaire et d'une certaine façon, je suis heureux qu'ils n'en occupent pas une dans la réalité. Je n'ai pas envie de fantasmer sur des animaux qui n'existeront probablement jamais quand il y a déjà une foule d'êtres vivants tous plus étonnants les uns que les autres tout autour de moi et auxquels on ne prête déjà pas assez d'attention. Ok, boomer. Je sais que ça fait un peu vieux con pragmatique, mais on n'a vraiment pas idée de ce que nous côtoyons et détruisons chaque jour, et je trouve dommage qu'on préfère regarder là où finalement c'est vide. C'est là-dessus que se termine cette vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours, ça m'intéresse. J'avais envie de revisiter un peu le format de paye parce que je m'y suis essayé il y a 5 ans sans même réfléchir à en faire une série de vidéos. Et en 5 ans, les choses changent, j'étais de moins en moins satisfait de mon travail. J'aimerais donc reprendre la série en commençant par refaire mes anciens épisodes à la façon dont je les aimerais aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis très cordialement à la prochaine.